OK, on va commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue à la journée d'études, à la troisième journée d'études de CRIEST. Je vais juste vous expliquer le déroulement de la journée puis quelques points techniques avant de passer la parole à Monsieur Klein. Premièrement, je voudrais vous demander de garder vos micros atteints quand les gens sont en train de présenter pour ne pas les déranger, s'il vous plaît. Deuxièmement, nous sommes en train d'enregistrer la journée. Donc, j'aimerais que vous soyez au courant, mais avant les diffuser ou les mettre sur le site de CRIEST, je vais demander votre autorisation. Et finalement, le déroulement de la journée, nous allons commencer par M. Klein, le mot de bienvenue, et puis une conférence d'ouverture par moi. Après, on a 3 séances de présentation des étudiants. On aura une pause à 10h45, une pause de 15 minutes, et à midi, on va avoir une pause de 45 minutes pour dîner, et à 13h45, une troisième pause. Donc, les 3 séances, après les 3 séances, on aura une table ronde sur la pandémie et l'innovation sociale avec les 2 commentateurs qui vont commenter la table ronde. Diane Gabriel et puis Benoît Lévesque. Et ça, on va finir par les commentaires de Pierre-André Tremblay qui va commenter sur la journée. Et puis, mot de la fin, ce sera M. Klein qui va donner le mot de la fin. On espère pouvoir finir à 15h30. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Klein pour commencer la journée. OK, merci beaucoup, Leïla. Je vais tout de suite remercier Leïla pour tout l'effort qu'elle a mis à l'organisation de cette journée. Je vais partager mon écran, OK? Alors, l'écran partagé, je partage. C'est ça que je partage? 1, 2, écran 2, diaporama. C'est ça que je partage. Partager. C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, et vous m'entendez bien? Et vous m'entendez? Oui. C'est bon. Jusqu'à là, ça va alors. Alors, je suis très contente que cette réunion ait pu avoir lieu. On s'est demandé si on allait pouvoir la réaliser. Hein. C'est comme Leïla l'a bien précisé, c'est notre 3e journée d'études. Et on a toujours été très satisfaits. Je pense que les étudiants et les étudiantes ont toujours apprécié cette possibilité d'échanger, surtout, je crois, dans un contexte comme celui de cette année. Ça me paraît vraiment essentiel de pouvoir réaliser ce genre d'événements. Alors, moi, ça va être très court. Hein. Mon objectif, ce n'est pas de faire une présentation. C'est surtout de vous souhaiter la bienvenue. Ça aurait pu s'arrêter là, hein. J'aurais pu juste dire bienvenue, mais je pense qu'il est nécessaire que je présente un peu le groupe de façon à ce qu'on comprenne. Il y a des personnes qui n'ont pas participé aux activités précédentes. Donc, le CRIEST, là, c'est le collectif de recherche sur les innovations économique, social et territorial. C'est un collectif que nous avons formé au départ avec Diane Gabriel Tremblay et Jean-Marc Fontan, avec la participation de Benoît Lévesque aussi assez rapidement. Et ça remonte à quand, je pense que certains d'entre vous n'étaient pas nés encore quand on a créé ça. Et par la suite, on a obtenu un certain nombre d'appuis structurels et depuis 2014, on est financé par les fonds de recherche du Québec, Société et Culture, en tant qu'équipe de recherche. Et ça, c'est assez particulier parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'équipes de recherche financées sur ces programmes à l'UQAM, qui est l'un des programmes les plus compétitifs. Il y a d'abord les programmes centres, les programmes qui financent les crises, et ensuite les programmes d'équipe de recherche. Et c'est assez difficile à obtenir ces programmes-là. Alors, on est très fiers d'avoir eu la subvention en 2014 et d'avoir été renouvelé en 2018.
Alors, ce qui est important de voir, et je pense que c'est bien de le dire pour cadrer les discussions qu'on va tenir aujourd'hui, c'est que nos travaux portent sur les nouveaux modèles d'action en développement territorial. Alors, c'est ça qu'on s'oriente de cette façon-là, développement territorial, aussi bien en milieu urbain que rural, et tout ça dans la perspective d'apporter des options face à la crise des modèles traditionnels de développement territorial qui s'avèrent définitivement insuffisants, voire mauvais. C'est-à-dire qu'ils procurent quelque chose qui n'est pas le développement territorial, mais plutôt les inégalités et des problèmes aussi bien de type sociétaux ou sociaux qu'environnementaux. Et évidemment, l'équipe intègre, c'est une équipe qui s'est agrandie avec le temps là, et qui intègre des professeurs et des étudiants, des doctorats et des maîtrises. Alors, je vous présente rapidement l'équipe. C'est une équipe multidisciplinaire et multi-institutionnelle. La plupart des membres sont professeurs ou professeurs de l'UQAM, mais il y en a aussi d'autres universités. Alors, rapidement, Jacques Caluette, qui va être avec nous, je pense, cet après-midi, de l'Université de Sherbrooke, Mélanie Doyon, qui est professeure au département de géographie de l'UQAM, qui est déjà là, Jean-Marc Fontan, qui va se joindre à nous aussi pendant la journée, Laurie Guimond, qui est professeur au département de géographie de l'UQAM, moi-même du même département, Benoît Lévesque, qui est professeur émérite du département de sociologie de l'UQAM, bien Gabriel Tremblay, qui est économiste et professeur à l'université TELUC, Pierre-André Tremblay, qui est anthropologue, sociologue, on ne sait jamais bien si, et on va dire les deux, hein, est professeur au département des sciences humaines de l'Université du Québec à Chicoutimi. Catherine Trudel, qui malheureusement cette année n'est pas là parce qu'il est en congé de maladie, mais bon, elle est membre de l'équipe et contribue régulièrement du département de géographie de l'UQAM. Marco Alberio. Alors, Marco Alberio, qui était, et je pense qu'il va se joindre à nous s'il ne l'a pas déjà fait, professeur en développement territorial, en développement régional, en fait, de l'UQAR. L'UQAR, c'est l'Université du Québec à Rimouski. Mais imaginez-vous que Marco a décidé de donner une certaine internationalisation à son parcours, si bien qu'il est professeur depuis, je pense, novembre dernier ou décembre dernier à l'Université de Bologne. Alors, finalement, ça vient d'ouvrir sur le plan international. Et Bernard Pecker, évidemment, qui avait été l'année dernière, mais cette année, vu la situation, on n'a pas voulu l'impliquer dans la réunion, et qui est professeur émérite à l'Université de Grenoble. Alors, et évidemment, hein, on ne peut pas oublier l'appui de Leila Ghaffari qui a remplacé Mathieu et qui est depuis janvier qui assume disons la gestion du collectif. Alors le CRI, ça, en ce qui concerne le nouveau modèle d'action, le client, excusez-moi, considère que le développement des collectivités locales ne peut plus se concevoir uniquement en fonction de la réaction au problème. Les nouveaux modèles d'action sont nécessaires afin de procurer aux acteurs, d'une part, les capacités de transformer l'environnement institutionnel et immédiat, et d'autre part, de changer d'échelle et de registre en termes de niveau de pouvoir et de champ d'action. Moi, le mot-clé ici, c'est le mot capacité. Parce qu'une des choses que nous pouvons faire à travers les recherches que nous faisons en collaboration avec des acteurs ou actrices et avec des organisations, des organismes qui interviennent dans le développement des territoires, c'est de créer en collaboration de nouvelles capacités qui permettent justement de transformer les facteurs qui ont créé les problèmes qu'on essaye de solutionner. Alors, notre hypothèse est que les initiatives qui émergent dans les communautés, dans les organisations et qui prennent naissance dans les milieux de vie, et là, j'insiste sur cette idée de milieu de vie,
peuvent devenir des alternatives sociétales et qui, ce faisant, peuvent favoriser la transition sociétale et écologique, ainsi que la justice territoriale. Il faut savoir que nous nous inscrivons au Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRIS. Le CRIS a orienté ses recherches sur les innovations sociales dans la perspective de la justice et de la justice sociale, évidemment, et environnementale, mais il ne peut pas avoir justice territoriale sans justice sociale et environnementale. C'est des choses qui vont ensemble. Une justice territoriale sans justice sociale et environnementale serait autre chose que de la justice. Alors, c'est important de rappeler que nous ne sommes pas une équipe de crise, mais tous les membres chercheurs ou chercheurs, et je pense les étudiants et les étudiantes sont membres du CRIS. Alors, on est rattaché au CRIS et on est rattaché sur l'axe. La plupart sont membres de l'axe territoire et milieu de vie, mais nous avons une membre qui fait partie de l'axe travail et emploi et un membre qui fait partie de l'axe politique sociale et pratique sociale. Alors, tout ça pour dire que disons, on fait partie du CRIS, on a une identité, on a une spécificité organisationnelle, mais on fait partie du CRIS, si bien que plusieurs des étudiants ou des étudiantes qui vont présenter aujourd'hui sont en train de roder leur présentation qu'ils vont faire au colloque international du CRIS qui a lieu dans un mois. Et donc, c'est un peu à ça que ça sert cette journée d'études, que c'est de travailler des présentations et faire avancer le travail que chaque étudiant ou étudiante réalise. Alors, les objectifs de la journée, prendre connaissance du niveau d'avancement des différents travaux menés par les étudiants et les étudiantes, dégager les points de convergence entre eux, faisant avancer le programme de travail du CRIEST, offrir une plateforme pour les échanges, les interrelations et les apprentissages collectifs. Et ça, je pense que c'est essentiel parce que c'est à travers ces échanges. Dans les colloques, on ne peut pas faire ça. Mais dans une journée d'études, on peut échanger, on peut se critiquer, on peut poser des questions et c'est absolument essentiel pour avancer. Et dernière chose qui me paraît essentielle aussi, favoriser la réflexivité. On sait que la recherche aujourd'hui se modifie sur le plan épistémologique dans le sens qu'on ne fait pas que critiquer, on ne fait pas que comprendre, on ne fait pas que critiquer, on développe aussi une réflexivité sur le pourquoi on fait de la recherche et pourquoi c'est important d'apporter des éléments pour transformer les contextes dans lesquels on agit, surtout quand on travaille avec des organismes ou des organisations qui interviennent dans le développement des territoires. Alors, favoriser la réflexivité autour des objectifs, des travaux et des méthodes mobilisées. Alors, voilà, je m'arrête là et je passe la parole à Leïla. Leïla, vous la connaissez tous et toutes, je crois, mais c'est important de dire qu'elle vient de finir sa thèse de doctorat. Elle a terminé de façon définitive en décembre 2020. Elle avait soutenu peu avant et je crois que c'est intéressant. Vous êtes tous et toutes en train de travailler pour réaliser un travail et le terminer. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui est essentiel. Une excellente thèse ou un excellent mémoire pas terminé, ça ne sert à rien. Hein? C'est qu'il faut se terminer. Alors, en travaillant avec Leïla, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de montrer comment il y a un travail qui a été fait, mais en même temps se référer à comment on fait pour passer à travers toutes les étapes et le terminer. Alors, Leïla, je te passe la parole et moi, de mon côté, j'arrête le partage. Est-ce que tu l'as arrêté, le partage, Leïla? Oui, je l'ai arrêté pour vous. Parfait. Excellent. Alors, c'est à toi. Merci. Je vais partager mon écran aussi. Donnez-moi 2 secondes.
Donc, je vais utiliser une nouvelle option que Zoom propose. On verra comment ça fonctionne. Mais c'est une option qui nous permet de partager notre présentation derrière nous. Donc, moi, je ne vais pas partager grand chose. Donc, c'est quelques phrases. Donc, je vais le partager comme ça. Est-ce que vous voyez tous moi et mon écran? Oui. OK, parfait. Moi, je ne vois pas d'écran. En tout cas, il n'y a rien d'affiché. Moi, je Oui, vois gris. il n'y a rien d'affiché encore. C'est tout gris. Ouais, c'est une page gris, ouais. Et les mots risquent d'être un peu cachés parce que là, tu es au milieu. Ouais, ça va aller. Okay. C'est bon. Bon, on verra. OK. Rebonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Je remercie M. Klein de m'avoir donné cette opportunité d'ouvrir cette journée d'études. Je vais vous parler dans deux parties, si on veut. Premièrement, j'aimerais vous parler de l'expérience que j'ai eue pendant le doctorat, parce que la plupart des présentateurs et présentatrices sont des étudiants et étudiantes de maîtrise et de doctorat. Et nous vivons tous et toutes des défis similaires. Deuxièmement, je vais vous parler brièvement de quelques éléments qui me semblent pertinents à partir de ma recherche doctorale. Comme M. Klein vient d'expliquer, j'étais une étudiante de doctorat jusqu'à très récemment. J'ai soutenu ma thèse en avril dernier. Le doctorat et le projet de mémoire représentent un défi pour nous tous. C'est un univers solitaire dans lequel l'on peut se perdre facilement. Nous rencontrons des blocages, des inquiétudes et des doutes tout au long de notre parcours. Ce qui est important est de savoir que nous ne sommes pas seuls dans tout ça. Je vais partager avec vous quelques défis que j'ai vécus au cours de mon doctorat. Pour vous encourager, premièrement, je dois mentionner que j'ai dû écrire ma thèse dans ma troisième langue et ce n'était pas évident du tout. Et j'ai dû naviguer dans deux contextes, sur la France et le Québec, que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a pris du temps pour pouvoir m'y retrouver. En plus, j'ai fait une thèse en co-tutelle, donc vous pouvez imaginer comment ce choix m'a compliqué la vie. J'avais écrit une citation de Nietzsche sur l'humour devant moi qui disait « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». J'y crois. Donc, ces défis dont je viens de parler sont propres à moi peut-être, mais il y a d'autres défis qu'on vit tous et toutes. Nous devons parler d'un sujet qui est propre à nous. Nous devenons les spécialistes de nos sujets et nous ne pouvons pas parler de notre recherche dans notre entourage nécessairement. Nous devons travailler des heures et des heures dans la solitude. Nous avons besoin d'un esprit autonome qui demeure motivé dans le temps. Nous avons des doutes sur notre méthodologie, la prise de contact avec les acteurs, nos interprétations et nos résultats. Nous ne pouvons pas garder le rythme souhaité, nous n'avançons pas assez vite, nous ne savons pas ce qui va arriver après, surtout pour les doctorants. Je vous parle en tant qu'une personne qui a réussi à soutenir sa thèse malgré tout. Il y avait des éléments qui m'ont beaucoup aidé dans tout ça. Premièrement, j'ai toujours communiqué mes inquiétudes avec mon directeur, ici présent, M. Klein, qui m'a beaucoup encouragée tout au long. J'ai créé un réseau d'amis avec qui je pourrais parler de mon sujet de recherche. J'ai participé aux divers colloques pour entendre ce que les autres chercheurs pensent de mon sujet. Et croyez-moi, j'ai été critiquée plusieurs fois, mais toutes les critiques m'ont aidé à améliorer ma recherche. À chaque fois que j'avais des blocages, je prenais de distance. Donc, je fermais tout pour quelques jours et je revenais sur le sujet après. Ce genre de pause me donnait une clarté incroyable pour débloquer mes pensées, en fait. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans tout ça. Il faut parler de vos doutes dans votre réseau universitaire. Ça est toujours d'avoir l'avis des autres. Il y a quelques éléments importants qui m'ont aidé pour aboutir à ma thèse. Premièrement, j'ai une phrase dans l'avant-propos de ma thèse que j'aimerais partager avec vous. Voici la phrase, vous la voyez. J'ai commencé cette recherche avec une seule question et je la termine avec plusieurs. Pour moi, c'était largement instructif de comprendre que le but d'un projet de thèse ou de mémoire n'est pas nécessairement de trouver des bonnes réponses,
mais de cultiver des bonnes questions. Deuxièmement, un autre apprentissage qui m'a renforcé durant les derniers mois de rédaction était que le mémoire ou la thèse est une étape et pas une finalité. Nous devons donc penser au-delà de notre thèse et voir l'image plus large qui dépasse cette étape. Et nous pouvons laisser la trace de nos doutes dans notre thèse. C'est à ce travers que nous pouvons créer de bonnes questions. Troisièmement, j'ai essayé de clarifier ce qui ne sont pas mes objectifs de recherche. Cet exercice m'a permis de clarifier dans ma tête ce qui est pertinent et ce qui est moins pertinent. Comme ça, je pouvais choisir où m'investir plus au niveau du temps et d'espace dans la thèse et d'identifier ce qui pourrait être éliminé sans nuire à mes objectifs si jamais je manquais du temps ou d'espace. Finalement, je n'avais pas peur d'avoir tort, d'avoir mal choisi le terrain, d'avoir mal sélectionné les répondants, etc. Selon moi, tous ces choix font partie de notre parcours et il faut être honnête dans la présentation des limites de nos choix. Bon, passons de ces défis, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'apprentissage la plus précieuse que j'ai eu dans ma recherche, les nuances. En tant que chercheur, je trouve que c'est primordial que nous dépassions des réponses évidentes aux questions et nuancer nos propos en mettant en doute tout ce qui nous semble clair et net. C'est à ce travers que nous pouvons avancer la connaissance. Comme vous le savez probablement, j'ai travaillé sur l'acceptabilité sociale de la gentrification. Je voudrais répondre à la question suivante. De quelle façon et sous quelle forme la gentrification pourrait-elle devenir socialement acceptable et être considérée par les citoyens comme un outil d'amélioration de leur milieu de vie? J'ai appris au cours des années pendant lesquelles j'ai étudié ce sujet que la réponse à cette question n'est pas facile. Quand je parle des nuances, de quoi je parle? Je vais vous donner des exemples venant de ma propre recherche. Dans le contexte de la transformation urbaine, nous discutons toujours de la population locale. Mais il faut considérer qu'il n'y a pas une population locale, mais des populations locales. Et la question qu'on se pose, pour moi, c'était l'acceptabilité ou le rejet de la gentrification, ne suit pas les mêmes logiques pour tout le monde. Le territoire est une scène sur laquelle se croisent différents types de populations et différents regards sur la façon dont le territoire doit se développer. Il est important de saisir les nuances existantes entre les groupes de résidents. Et ce n'est pas l'ancienneté, mais plutôt la nature du sentiment d'appartenance qui constitue la base de la réaction de la population face au processus de la transformation. Pour pouvoir gérer la gentrification d'un territoire vers l'acceptabilité, il faut comprendre avant tout les dynamiques existantes entre les populations locales qui habitent le territoire concerné. Dans ma recherche, ce que j'ai vu, c'est que la première vague de gentrificateurs choisit le quartier souvent sur la base de l'accessibilité financière, sur l'abordabilité. Elle est donc mécontente quand la transformation rend le quartier moins abordable. La population de longue date, par contre, choisit de rester dans le quartier sur la base d'un attachement identitaire au territoire. Elle a vécu le déclin de son quartier et elle se bat pour que son quartier revienne en vie. Donc, ce n'est pas toujours cette population qui est insatisfaite de la gentrification, elle est susceptible d'accepter de payer le coût de l'amélioration que comporte la transformation du quartier. À Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, les habitants qui était un de mes études de cas, les habitants de très longue date qui ont vécu le déclin et la relance du quartier sont très souvent contents de la transformation. La majorité des gens qui la rejettent sont les gens qui sont arrivés au début du processus de gentrification, mais qui n'ont pas nécessairement vécu le vrai déclin du quartier. Ceci montre l'importance dans le mouvement social d'opposition à la gentrification de la première vague des gentrificateurs qui arrivent sur un territoire. C'est souvent ce groupe qui s'oppose à la gentrification d'une manière radicale plus tard dans le processus quand il est touché par ses effets négatifs. Je présume que la population qui suit la première vague a souvent des motivations identitaires. Elle profite de la qualité de vie et du caractère du quartier en cours de gentrification. Cette population peut avoir un regard
proche de la population de longue date est une convergence identitaire entre ces deux couches sociales susceptibles de se créer. Une autre nuance à apporter par rapport à la population locale est le regard envers les nouveaux résidents. Dans les études concernant la gentrification, les nouveaux résidents sont souvent considérés comme les sources de marginalisation des résidents de longue date. Ma recherche m'a obligée de nuancer mes propos à ce sujet. Premièrement, les ressources politiques de la nouvelle population sont considérées comme un outil pour augmenter le pouvoir local face aux acteurs publics et privés dans la mesure où ces ressources sont mises au service de la communauté. L'exemple qui se répète dans ma recherche empirique est la présence des parents avec un pouvoir politique plus élevé dans les écoles. Cette présence peut s'avérer bénéfique pour l'ensemble des élèves quand ils demandent d'amélioration de qualité des services dans l'école. Deuxièmement, le sentiment de marginalisation n'est pas nécessairement le résultat de la présence d'une nouvelle population. Le comportement des acteurs publics face à la population locale peut aussi générer un sentiment de marginalisation. La question à explorer est la suivante. Que faut-il pour unifier les résidents de longue date et les nouveaux résidents et créer une identité commune? Les nuances ne se limitent pas à la population locale. Dans le cadre de la gentrification, nous parlons toujours des outils pour éviter les déplacements forcés. Mais il faut garder en tête que si on va à l'extrême, on peut créer de la ségrégation. La question clé est de savoir si nous pouvons fournir des outils permettant aux résidents de rester au sein de leur communauté et de prévenir les déplacements sans empiéter sur les droits des autres à entrer dans cette communauté. Donc, le droit de ne pas être déplacé de certains peut confronter le droit à la mobilité des autres. La question est de savoir comment concilier inclusivité et exclusivité. Les politiques qui cherchent à protéger le droit au logement dans le processus de gentrification peuvent effectivement avoir des conséquences inattendues. Elles peuvent produire des effets ségrégationnistes en créant des ghettos de pauvreté et en limitant l'accès d'une nouvelle population aux offres de logement sur un territoire donné. Donc, la question à se poser est à quel point l'effort pour garder les résidents locaux dans leur quartier implique garder les autres en dehors. Il faut trouver l'équilibre afin de soutenir les habitants actuels d'un quartier tout en l'ouvrant à la nouvelle population qui peut choisir d'y habiter. Le changement fait partie de la nature de nos vies. La mobilité existe à toutes les échelles territoriales, ainsi que l'immigration entre pays et les déplacements entre quartiers. La question qui se pose est de savoir si l'ancienneté crée un droit sur un territoire. Traiter le déplacement comme un problème absolu revient à présumer que ceux qui se trouvent actuellement dans un lieu ont le droit de l'habiter pour toujours. C'est à partir de quel moment que nous pouvons considérer un résident de longue date, nous pouvons être considérés comme un résident de longue date. Et est-ce qu'un résident de longue date détient plus de droits dans les décisions prises sur la transformation de quartier qu'un nouveau résident? Je pense qu'après tout ce que je viens de dire, vous savez comment j'ai commencé ma recherche avec une seule question et je l'ai terminée avec plusieurs. J'aimerais aussi vous parler de l'importance de mettre en question nos impressions et nos intuitions dans la recherche. Il faut être ouvert à reformuler nos hypothèses dans une logique d'autocritique. Dans nos recherches, nous devons être conscients que nos impressions ne sont pas toujours exactes. L'exemple que je peux vous donner de ma recherche est qu'au début de ma recherche, l'impression qui se dégageait sur le terrain était que Hochelaga Maisonneuve est un exemple de rejet de la gentrification et que Madeleine Chandmas, qui était mon étude de cas en Inde, est un exemple d'acceptabilité sociale de la gentrification. Mais la réalité s'est avérée plus nuancée. La nature évolutive des relations entre les acteurs, la présence de divers types d'acteurs au sein de la communauté avec des regards et des intérêts parfois différents, et l'évolution de l'image du quartier font en sorte que l'acceptabilité de la gentrification devient un enjeu pluriel, évolutif et relatif.
Dans le même ordre d'idée, dans le cas de Schlager-Maisonneuve, je m'attendais à voir de l'acceptabilité de la transformation chez les groupes qui en profitent directement, donc les promoteurs et les acteurs publics. Cependant, ce que j'ai observé sur le terrain, c'est que la situation est plus nuancée. Une partie des acteurs qui sont représentatifs de la société civile en plus ont pris une position de collaboration avec les acteurs publics et privés dans le but d'arriver au meilleur résultat possible à travers une négociation permanente. Ils défendent la mixité sociale et ils sont contre la création ou la préservation de ghettos. Tout en fonctionnant dans le système capitaliste en place, ils essayent d'en tirer le plus possible pour le bien des résidents du quartier. Cette observation pour nuancer le préjugé qui veut que sauf ceux qui profitent du changement directement, tout le monde est contre la transformation. Il existe effectivement des acteurs communautaires qui voient positivement la mixité sociale qui résulte de l'arrivée des nouveaux investissements et des nouveaux résidents dans le quartier. Et finalement, j'aimerais porter votre attention sur la question d'échelle dans les enjeux territoriaux. L'exclusion, l'acceptabilité et la mobilité résidentielle sont des enjeux qui dépassent le territoire d'un quartier. Dans certains cas, la situation est insoluble et le problème dépasse le contexte de la transformation d'un territoire. L'extrême pauvreté, par exemple, n'est pas causée par la transformation d'un quartier et ne sera pas résolue en arrêtant cette transformation. Les autres échelles de pouvoir doivent intervenir pour traiter ce genre de problème. Dans un système où la propriété privée règne, pour défendre les intérêts de la collectivité, il faut jouer avec les règles du marché pour maintenir l'abordabilité d'un quartier et avec les règles politiques pour apporter une solution aux problèmes sociaux profonds. Pour vous donner un exemple, dans le cas de Schlager-Maisonneuve, nous avons pu voir que pour sortir des bâtiments du marché et éviter la spéculation, il fallait que les acteurs d'habitation agissent avant les promoteurs pour acheter les bâtiments au bon moment et en assurer l'accessibilité après la rénovation. Ceci pour obliger de temps à l'autre le déplacement de la population qui réside dans ces bâtiments dégradés, ce qui motive aussi de critiques. La mobilité résidentielle et l'accessibilité à la ville soulèvent d'autres questions qui dépassent les limites du quartier et le seul phénomène de gentrification ne peut pas répondre à ces questions-là. Dans nos recherches, c'est important de considérer l'échelle de notre influence. Je vais terminer sur ça. Si vous avez des questions et des commentaires, on peut prendre 2-3 minutes peut-être. Sinon, je vous souhaite une belle journée d'études qui va suivre par notre première séance sur le thème de capacité collective et croisement des savoirs. S'il n'y a pas de commentaires, je passe la parole à Mélanie Doyon. Merci. Pas de questions, pas de commentaires pour Léla? Pourtant, non. Est-ce que je pourrais faire un petit commentaire? Ben, bien sûr. Alors, je pense que l'objectif de la présentation de Leïla, c'était évidemment rendre compte des principaux éléments de résultats de sa thèse, mais aussi et surtout d'abord montrer qu'on est capable de terminer. Ça, c'est déjà malgré les complexités d'une situation qu'elle a vécue, qui était liée à la co-tutelle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est complexe. Hein? Mais malgré ça, ça demande une chose qui est absolument nécessaire, c'est de la conviction et de croire en ce qu'on fait. Okay? Sinon, c'est difficile. Mais moi, j'ai surtout retenu 2 ou 3 éléments qu'elle a dit et je crois qu'il faut que tout le monde le retienne. La première, c'est il ne faut pas faire ça tout seul, il faut ça en communauté. La rédaction d'un mémoire ou d'une thèse, c'est quelque chose qui est individuel et qui nous condamne d'une certaine façon à la solitude, parce qu'on ne peut pas écrire à 4, on écrit à 1. Mais on peut partager à plusieurs, et ça, c'est un élément absolument essentiel pour justement nous renforcer, nous encourager et nous remettre en question finalement. La deuxième chose, c'est la nuance, la capacité de ne pas
avoir des affirmations définitives depuis le début jusqu'à la fin, parce que ça nous condamne finalement des fois à documenter des choses qui ne résultent pas de la réalité, mais de notre tête. Et ça, ce n'est pas une bonne façon de construire, de rendre compte de la réalité. Et cette ancienne idée que de partir d'une question et terminer avec la formulation des plusieurs, j'ai trouvé ça génial. Parce que finalement, la recherche, on dit toujours que la question, l'important de la recherche, ce n'est pas tellement de trouver, mais de chercher. Alors, quand on fait de la recherche, c'est moins pour trouver des réponses définitives que pour trouver de nouvelles questions de recherche. Et je ne sais pas si ça doit s'appliquer à toutes les recherches, mais à une thèse ou à un mémoire de maîtrise, c'est crucial. C'est crucial. Et c'est finalement l'objectif, c'est d'ouvrir des pistes, de signaler des pistes. Et je pense que c'est l'exemple qui a été donné est très important. Alors, voilà ce que je voulais soulever. D'autres commentaires, questions? Non, mais je voulais juste vous dire bonjour parce que je suis arrivé avec 20 minutes de retard. Donc, j'ai loupé un peu de présentation de Leïla, mais bonjour tout le monde. Bonjour Marco. À Milano? Non, à Bologne. Ah, voilà. Vous goûtez le bon saucisson, hein, le fameux. Le ballonné. Oui, exact. Il y avait une question d'Adélaïde. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Moi, je voulais juste féliciter Leïla, effectivement, pour la présentation. Mais c'était très inspirant aussi sur les questionnements que tu as pu te poser et les difficultés que tu as rencontrées dans ta thèse. Et comme Juan Luis, j'aime beaucoup le fait que tu soulèves qu'on finit avec davantage de questions. C'est souvent mon superviseur aussi, Pierre-André. C'est que le but, c'est pas de répondre aux questions, mais c'est d'en avoir de nouvelles mieux posées et concrètes. Et je trouve qu'elles sont toutes très enthousiasmantes, les questions que tu te poses à la fin. Et ça, c'est relié avec des enjeux concrets et des questions qu'on peut se poser aussi. Surtout quand on veut s'installer à Montréal et qu'on voit le prix des loyers. Donc j'ai trouvé ça très beau. Et la façon de te présenter aussi était quand même efficace. Effectivement, c'est intéressant de te regarder parler en même temps et de voir quelques questions, enfin quelques lignes de texte. Et j'ai trouvé ça assez efficace. Donc félicitations. Merci.